Allez, ça arrive tranquillement. Donc, pour parler, donc comme d'habitude pour les webinars Florent sur l'Institut, vous le savez, c'est de l'interaction, c'est de la discussion, c'est de l'échange. C'est pas grave si on ne va pas au bout du PowerPoint, vous aurez de toute façon le support à la fin, donc il n'y a pas de difficulté. Et si vous voulez... Ah, on monte un petit peu Bordeaux. Bordeaux, alors est-ce que pour les sudistes, Bordeaux, c'est le sud, hein, souvent c'est la limite, Bordeaux-Lyon, en dessous, c'est le sud. Allez, on attaque directement, puisque vous êtes déjà une bonne cinquantaine de présents. J'attaque directement sur mon introduction sur l'art de décider dans le flou. Effectivement, dans les organisations actuelles, tout est flou, car tout est en mouvement. Là où hier, on pouvait être dans un monde un petit peu statique, quand je dis hier, il y a quelques années, quelques décennies, mais on est empreint de tout ça. On voyait bien qu'on était dans un mode régulier, sans gros mouvements, ce genre de choses. Là, aujourd'hui, on se trouve dans des mouvements permanents, que ce soit en interne, que ce soit en externe, que ce soit dans le monde des affaires, que ce soit dans le monde géopolitique. Et donc, tout ça bouge énormément. Alors, qu'est-ce qui bouge? Les premières des choses qui bougent et qui rendent les décisions parfois difficiles, ce sont les données en elles-mêmes. Alors qu'on pourrait penser que les données, bonjour, toujours dans le sud, effectivement, Moussine, les données, on pourrait penser que les données, ce sont des choses, des quantitatifs, intangibles, un chiffre, un nombre. Oui, mais les données, on leur fait dire un peu ce qu'on veut, et dans un moment de flou, ça va s'exprimer comment? Ça va s'exprimer par des données contradictoires, par des données incomplètes, par des données non fiables. Et là, si je rajoute la couche de l'IA en ce moment, l'IA génère plein de données et plein de chiffres, mais on ne sait pas toujours bien les interpréter, on en est peut-être un peu trop gavé de ces fameuses données, donc ça rend les choses encore plus floues. On le voit au quotidien, je ne sais pas vous, mais si moi, je n'ai pas encore bien compris l'histoire du budget de la France. Voilà, c'est plein de données, beaucoup de données, est-ce que les retraites, ça pèse lourd, pas lourd, dans ces chiffres, combien, etc. Tout le monde y va de sa petite donnée, les médias, les politiques, les partis de droite, de gauche, de ceci, de cela. Résultat, la prise de décision est extrêmement difficile, extrêmement difficile. Le deuxième facteur qui nous paraît important dans la notion de flou dans les organisations actuelles, c'est les signaux. Par exemple, un des signaux, c'est que les commerciaux nous disent on a de plus en plus de demandes, donc de prospects qui viennent nous contacter, etc. Par contre, on a un ralentissement des commandes. C'est signaux contradictoires, complètement contradictoires, parce que d'un côté, on a beaucoup de demandes de clients, de prospects, voire de nouveaux prospects, de nouveaux clients, donc on est très content, il y a une tendance positive, et de l'autre côté, les commandes ne se signent pas, ou prennent du temps, ou sont reportées, etc., etc. Donc ça, effectivement, ça rend un peu flou la prise de décision. De la même manière, je réinsiste sur l'IA, tendances qui se contredisent, l'IA détruit des emplois versus on a de la pénurie de talent dans certains métiers. Alors, est-ce que ce signal-là, je peux lui faire confiance? Est-ce que je suis dans la réalité, pas dans la réalité? Est-ce que l'IA détruit vraiment des emplois? Est-ce qu'il y a vraiment des pénuries de talent? On ne sait plus par quel sein se vouer. Vous savez que nous, au Florent sur l'Institut, on fait du recrutement, du conseil en recrutement, notamment, et du conseil en management. Et c'est vrai qu'on lit partout ce genre d'informations qui, en termes de management, peuvent poser les questions à un manager qui se dit est-ce que je recrute? Est-ce que je remplace par une IA? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et donc, pour décider, ça ne simplifie pas. Et enfin, les relations humaines, vous l'avez tous vécu, on sent qu'aujourd'hui, les collaborateurs, pour certains, sont très épuisés et pourtant sont très investis, voire sont surinvestis. On voit des gens, avec notamment l'apparition du télétravail, qui vous expriment qu'ils bossent des fois jusqu'à 22, 23 heures, etc. Alors que quand ils venaient au bureau en présentiel, ils bossaient de 9h à 18h ou 19h. Mais ils faisaient ni plus ni moins que des horaires un peu classiques. Et aujourd'hui, ça s'épuise, ça surinvestit, ça a du mal à trouver le sens des choses. Et donc, pour le manager, pour le dirigeant, c'est compliqué de savoir sur quel est le bon curseur mener les équipes à distance versus les équipes en présentiel, qui elles-mêmes ont du mal à se comprendre. Ceux qui sont très à l'aise avec le présentiel face à ceux qui sont très à l'aise avec le présentiel,
ils ont un peu de mal. Et puis alors au milieu de tout ça, vous avez les hybrides, hein, ceux qui font un peu de présentiel, un peu de distanciel. Et là, vous avez des équipes qui sont dans le flou et des managers qui sont dans le flou. Et puis le dernier facteur qu'on a vu apparaître après le Covid, en tout cas, qui s'est débridé après le Covid, depuis post-Covid, c'est les émotions. Les émotions sont hyper amplifiées, hein, on sent des périodes d'euphorie, et alors là, c'est la grande euphorie générale, la moindre chose prend comme à l'américaine, c'est tout devient awesome, tout devient incroyable, magnifique, extraordinaire, hein, dans les groupes WhatsApp, etc., on n'ose plus dire « oui, c'est bien ». Hein, non, on dit c'est magnifique, c'est super, on met des étoiles, on met des pouces, des likes, des machins. Allez, faites-moi des pouces, des likes et des machins sur les petites émotions, là, sur le petit bonhomme. Là, vous avez le petit bonhomme, vous pouvez faire des émotions voilà, avec des sourires, avec des pouces, avec des trucs, etc., des cœurs, vous pouvez vous faire plaisir. Et voilà, et ben ça traduit clairement le niveau d'émotion. Merci Hélène pour la corne qui sonne, Mathieu également, et bien on sent que les émotions sont hyper amplifiées de manière générale, que ce soit l'euphorie, mais que ce soit aussi le stress. On a tous des doses de stress et qu'on a. Est-ce que les doses de stress sont réelles, pas réelles? Est-ce que le monde, les médias, tout ça amplifie? Et puis on voit aussi quelque chose qui est apparu, c'est l'impatience. Alors certains nous disent oui, l'impatience c'est lié aux jeunes, etc. Pas que, hein, pas que. Nous on le voit dans les recrutements, même les seniors, il y a une espèce de forme d'impatience aujourd'hui parce que le monde, le temps, le rapport au temps a changé, rend pas simple la décision, tout ça amène de l'obscur, du non clair, du flou, très clairement, hein, du flou sur les prises de décision. Alors, je vous pose la question, chers amis. Hop, peut-être que je vais vous la poser la question, excusez-moi. Voilà. Je vous pose la question, comment décider quand on ne sait pas? Et là, c'est à vous de parler, hein, c'est à vous d'écrire, hein, à vous d'écrire dans le chat, si vous avez l'intérêt, de me répondre à cette question. Comment décider quand on ne sait pas? Quelles seraient vos suggestions? Je suis preneur de vos questions. Et oui, c'est un je ne sais pas. Très, très bon. Merci beaucoup. J'adore, petite réaction positive. Merci. Merci, j'adore ce genre d'humour. Alors, j'ai qu'un E apostrophe, je ne connais pas votre prénom ou votre nom. Comment décider quand on ne sait pas? Allez, les amis, c'est à vous de répondre. Qu'est-ce que vous répondriez à ça? Et sans vous aider de l'IA, ChatGPT, etc. C'est vos réponses à vous. Alors, voilà, ça y est, ça arrive. Peser le pour et le contre, ouais. Back to basic, ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire back to basic? Se confier à nos salariés, oui, c'est une chose. Le collaboratif, décider à plusieurs, voilà, Agnès, hein, pour être certain. Alors, c'est le côté certain hein, que j'ai un peu de mal, Agnès. Décider à plusieurs pour être certain d'envisager toutes les options. Alors, dans votre phrase, il y a deux notions qui me gênent, c'est le côté certain et toutes. Vous allez voir que c'est pas si simple en fait. Hein. Être certain des choses dans un moment flou ou dans l'univers qui est flou, qui fluctue, qui évolue, etc. C'est difficile d'être certain et d'avoir toutes les options. Mais en tout cas, d'être à plusieurs, c'est pas mal. Accepter d'avancer par petits pas dans le brouillard, ouais, un peu avec les mains. Voilà, vous savez, quand vous allez à la fête foraine et qu'il y a les palais des glaces, hein, on met les mains devant, bah c'est un peu ça aussi, être capable de mettre de la sécurité, c'est une bonne chose. Décider, c'est se lancer. Ouais, Guy, effectivement, décider, c'est se lancer. Attention aux mythes quand même. Guy, on en reparlera. Solliciter des avis, j'aime bien aussi. Hop, cela. Alors, je prends pas les mains levées, François, c'est dans le chat, s'il te plaît. Je ne donne pas la parole. Décision temporelle, discuter, échanger, se fixer une deadline. Bon, il y a plein de réponses qui sont sympas. Regarder mon objectif final, voir s'y aligner, collaborer. Ouais, collaborer, effectivement. Ne pas décider, Mylène. Ah, c'est peut-être une idée aussi, ne pas décider. La non-décision. Certains ont. Il y a une théorie sur ce sujet-là qui est de dire un problème, si je m'en occupe pas, il pourrait disparaître. Et c'est vrai. C'est vrai, dans certains cas, finalement, est-ce que c'était important et urgent, comme dirait notre ami le général Eisenhower et sa fameuse matrice?
Bon, peut-être pas, et finalement, ça finit par disparaître ou se résoudre, hein, se résoudre par lui-même ou par d'autres. On change de focale. Échanger, prévoir dès le départ des plans B, C. Ouais, exact, Philippe, exact. Hein, les plans B, C, D, avoir toujours plusieurs plans. Pas d'empressement, avancer petit à petit, se grouper, vérifier. OK. Dites-moi, on en a de la réponse, hein, c'est super, hein, merci. Ah, faire un SWOT. Ah, on commence à parler méthodologie. Allez, j'aime bien vos réponses, merci. Demander à l'IA. C'est une chose, c'est une question, Florent. Effectivement, demander à l'IA, mais attention l'IA, vous le savez. Les données des IA aujourd'hui ont une fiabilité, somme toute, très limitée. Donc, autant l'IA, je suis d'accord avec vous, et je l'utilise tous les jours et des dizaines de fois par jour pour produire du contenu, des choses comme ça. Quand il s'agit de lui demander des prises de décision, des valider des chiffres, des choses comme ça, il faut être très prudent. Il faut quand même très prudent parce qu'elles ont quand même tendance à nous raconter, un, ce qu'on veut entendre, deux, et à se perdre un peu dans leur propre méandre. Donc, l'IA peut être un élément, mais ne doit pas être le seul, Florent, et faire très attention à ça. Hein. Mesurer le risque, ouais, effectivement, quoi. Garder son sang-froid. Cela, décider ne suffit pas, il faut démarrer des actions, donc choisir une solution qui est réalisable. Et j'aime bien, François, effectivement, réaliste et réalisable. Hein. Il y a les deux notions. Allez, dans l'introduction tout à l'heure, il y a Guy qui disait décider c'est trancher ou quelque chose de cette nature-là. Attention au mythe du manager qui doit faire, hein, qui doit trancher vite. Voilà. Décider c'est trancher vite. Ouais, je sais pas. Je sais pas, je suis pas sûr que ce soit une bonne stratégie que de dire décider c'est trancher vite. Oui, c'est trancher, oui, c'est prendre une décision, oui, c'est choisir, mais trancher vite, hein, certains vous disent, moi je tranche vite et bien. Voilà, pas nécessairement vite, Guy, mais effectivement. Décider, c'est avoir raison aussi. Hein, dans les mythes, voilà, le manager, le dirigeant, c'est lui qui a raison, hein, c'est celui qui décide qui a raison. Oui, bon, je ne suis pas sûr qu'on soit dans le bon sujet. Et enfin, décider, c'est tout savoir. Omniscient, voilà, c'est le sachant. On l'a vu et on le voit aujourd'hui remonter aux fondamentaux, le notion de savoir, on le voit dans le monde de la formation, de l'école aujourd'hui, et il y avait Florent tout à l'heure qui nous parlait de l'IA. L'IA interroge beaucoup sur la notion de savoir. Hein. C'est pas le manager qui sait, c'est pas celui qui a l'autorité, la hiérarchie qui sait. Non, c'est plus un accompagnant, quelqu'un qui doit guider et ce genre de choses, plus que il doit décider parce qu'il sait. On le voit à l'école, on le voit dans les formations, le formateur est plus le sachant en fait. Hein. Le formateur est là pour accompagner, guider l'étudiant, le stagiaire, ce genre de choses. Donc attention à ces notions de mythe, décider c'est trancher vite, décider c'est avoir raison, décider c'est tout savoir. Hein. Alors, je vois que ça remonte encore dans le chat. Avoir des éléments nécessaires pour prendre la décision, donc travailler pour les avoir, puis décider. Sinon, accepter un risque de la décision. Et oui, effectivement, Alexandre. Effectivement, Alexandre. Alors, ce que je vous propose pour continuer, c'est de comprendre le flou dans le nouveau contexte décisionnel. Et pour comprendre le flou, il faut bien comprendre qu'on est passé d'un monde 3SC, un monde stable, sûr et simple, à un monde VUCA, à un monde banni même maintenant. Alors, banni, c'est pas très joli en français. Alors, je ne sais pas si vous connaissez VUCA et banni. VUCA, c'est volatile, incertain. Alors, excusez-moi, je regarde des fois en haut parce que ma caméra est là, mais j'ai mon grand écran sur lequel il y a le PowerPoint et ici, c'est un peu petit, donc je regarde un petit peu en haut. C'est pas que je vous regarde de haut, hein, ne croyez pas. Donc, VUCA, en anglais, en français, ça serait VICA, volatile, incertain, complexe et ambigu. Hein, on est passé d'un monde 3SC, un monde sûr, stable et simple, à un monde volatile, incertain, complexe et ambigu. Je vais donner un exemple qui est très simple. Ma maman travaillait, elle est à la retraite désormais, travaillait au ministère de l'Agriculture. Elle est rentrée jeune secrétaire au ministère de l'Agriculture. Elle a fait 40 ans de carrière au ministère de l'Agriculture et elle est partie à la retraite. Mon papa était plombier chauffagiste.
Il a fait toute sa carrière en tant que plombier chauffagiste dans 2 ou 3 boîtes, pas beaucoup. Aujourd'hui, ça, c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On est incapable de dire à même à un jeune qui se lance dans une formation longue, dans une carrière longue, d'un métier pointu où il y a besoin d'apprendre beaucoup de choses. On est incapable de lui garantir que ça va continuer jusqu'à sa retraite. Dans tous les univers. Pourquoi? Ben parce que le monde est incertain, parce qu'on le voit bien avec les décisions, les choses bougent en permanence, parce que les choses peuvent être volatiles. Volatile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que une entreprise comme Kodak, qu'on a tous connu il y a des années, qui était le leader de la photo, etc., est quasiment mort ou moribond, moi je prends toujours l'exemple, c'était un des partenaires historiques de toute ma jeunesse jusqu'à ce qu'il coule quasiment, des grandes manifestations olympiques, sportives, etc. Aujourd'hui, ils ont disparu de la planète. Ils ont disparu de la planète. Donc, et ils se sont fait remplacer. Et aujourd'hui, ils peuvent se faire remplacer. Regardez Tesla. Alors aujourd'hui, Tesla a bouleversé le monde de l'automobile, hein, très clairement. Sauf que ce sont des gens qui ont inventé, qui ont créé comment s'appelle une société de fabrication d'automobiles il y a à peine 15 ans, 20 ans. Alors que les historiques ont plus de 100 ans, ce genre de choses. On n'aurait jamais imaginé qu'une société d'informaticiens puisse créer des voitures. Donc ça paraissait complètement fou il y a encore 20 ans, ce qui est plus le cas. Complexité ambiguë, dans l'ambiguïté, on va reparler d'IA. L'IA va nous aider ou va nous bouffer? Tiens, je vais vous poser la question. Effectivement, Marc, Tesla est en train de se faire dépasser, mais enfin, attention, par qui? Par BYD, ok, mais demandez à nos amis français, malheureusement, automobiles français, Renault et comment il s'appelle Stellantis. J'ai lu un article pas plus tard qu'hier sur le fait que le PDG de Stellantis avait l'air de dire que Tesla avait quand même drôlement bouleversé le marché et avait quand même fait évoluer à la fois la fabrication des voitures avec ces fameuses usines, méga-usines là, et changer le rapport à la voiture en interne avec les écrans, etc. Et tous se sont calés là-dessus aujourd'hui. Donc, bon, ils ont été pionniers. Après, est-ce que demain, ils seront encore là? J'en sais strictement rien. Mais ils ont bouleversé le monde de l'automobile comme on ne l'a jamais bouleversé en presque 100 ans. Donc, ce qui est un peu fou dans le mode de fonctionnement, la vitesse, la volatilité de tout ça. Une start-up aujourd'hui peut complètement bouleverser le monde. Regardez OpenAI. On ne connaissait pas tous l'intelligence artificielle générative. Il y a 3 ans, on ne savait même pas que ça existait globalement. Et aujourd'hui, on travaille tous dessus. Ça vaut des milliards. Ça change la donne. On parle d'une nouvelle ère après Internet, une nouvelle ère. Donc voilà. Donc, Florence me répond effectivement, l'IA, est-ce qu'elle va nous aider ou est-ce qu'elle va nous bouffer, hein? En gros, d'un côté, on entend l'IA qui lit les comptes rendus médicaux, va plus vite que les avocats, etc. Bon, est-ce que ça va aider les médecins? Est-ce que ça va détruire les métiers de médecins, d'avocats, etc. Et puis de l'autre côté, on voit l'IA dans la DARPA, les logiciels informatiques pour l'armée, etc. Bon, c'est limite Terminator le truc là. Donc, on ne sait pas, est-ce que l'IA va nous aider, va nous tuer, va prendre nos emplois, pas prendre nos emplois? Voilà, c'est ça le monde dans lequel on vit. C'est hyper ambigu, hyper complexe. La complexité, si je prends un exemple de la complexité, c'est l'Europe. Est-ce que vous y comprenez quelque chose aux décisions de l'Europe? Le RGPD, l'IA Act, le Transparency machin, etc. On n'y comprend rien, Mais pourtant, je suis un pro-européen. Je pense que l'Europe est une des très belles choses, une des meilleures choses qui soit arrivée. La preuve en est, c'est qu'on n'a pas de guerre sur notre territoire, du bois, etc., depuis la fin de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Donc, et globalement, aujourd'hui, vous vous déplacez dans n'importe quel pays européen avec... oui, mais l'Ukraine ne fait pas partie de l'Europe au sens... voilà, donc attention avec la notion... européenne. Aujourd'hui, vous vous déplacez avec une carte d'identité. J'étais à Séville la semaine dernière. Carte d'identité pour aller dans un autre pays, et c'est la même monnaie, etc. C'est magique. Sur le principe, c'est absolument magique. Par contre, c'est hyper complexe, l'Europe. Alors, l'IA, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous inspire quoi, cette fameuse IA?
un outil d'aide, un outil magnifique, il faut lui laisser sa place d'outil, savoir l'utiliser sans s'y soumettre ou se mettre en dépendance. N'arrêtons pas de réfléchir. Et oui, mais le problème, Florence, c'est que des études commencent à montrer que, et j'ai entendu parler de ça, je n'ai pas encore vérifié cette information, il semblerait qu'il y ait des chercheurs qui aient regardé un petit peu des gens qui utilisent l'IA et d'autres qui ne l'utilisent pas, et ils auraient fait des analyses neurologiques pour voir un peu nos connexions et ce qu'on faisait, et ils ont l'air de dire qu'on se fainéantise le cerveau assez vite avec cet outil-là, et je dois avouer que j'utilise, et il y a plein de choses que je fais faire à l'IA, que je faisais hier, peut-être moins vite, donc arrêtons de réfléchir, n'arrêtons pas de réfléchir, je suis d'accord avec ça, mais elle nous entraîne vers ça, donc est-ce que à court ou moyen terme, on ne va pas se laisser endormir, hein, un petit peu comme le homard, j'ai fait un post sur le homard dans l'eau, hein. Vous savez que pour cuire un homard, et pour ne pas vous blesser, vous mettez de l'eau froide, vous mettez du sel, et puis vous mettez le homard dedans, il ne va pas se débattre, il va être content, il est dans de l'eau salée, et puis vous faites chauffer. Et le homard, il ne va pas sortir de la casserole, hein. Il va s'endormir. Par contre, si vous mettez de l'eau bouillante et que vous jetez votre homard là-dedans, il va se débattre et il va vouloir se sortir. Bon, est-ce qu'on n'est pas un peu comme les homards dans l'eau froide qui chauffent doucement, doucement? Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse, hein. L'IA est un outil, l'utiliser correctement. L'IA peut nous servir, nous aider, mais aussi point de vigilance, la dimension émotionnelle n'est pas là. Ouais, et encore, qui est-ce qui m'a dit Delphine, la dimension émotionnelle. Demandez, si vous n'avez pas fait cette expérience extraordinaire, demandez à ChatGPT, Gemini, Claude ou celui que vous voulez, celui que vous utilisez le plus souvent, de lui demander que penses-tu de mon état émotionnel, que sais-tu de moi, comment tu me connais, etc. Et vous allez être bluffé, hein. Vous allez vraiment bluffé, hein, parce que la machine sait beaucoup de choses sur vous, même votre état émotionnel, elle sait lire l'état émotionnel, hein, donc c'est assez frappant. Restons libres de réfléchir par nous-mêmes. Et oui, je suis d'accord, je suis d'accord, mais toutes ces machines sont là. Et puis surtout, les machines sont interfacées dans notre système global, hein, donc l'IA et s'y intègre. Merci pour toutes ces réflexions. Donc, Vika, et puis Bani c'est en anglais, Brittle, alors my English is very well, Brittle, anxious, non-linear and incomprehensible, donc fragile, anxieux, non-linéaire et incompréhensible. C'est dans le même esprit que Vika, hein, fragile, anxieux, non-linéaire. Donc vous voyez que voilà, c'est ça le flou. Il faut comprendre que le monde est dans l'état où il est et il faut l'accepter. Le deuxième paradoxe, c'est le paradoxe de l'information. Effectivement, plus on a de données, moins on y voit clair. On le voit bien avec les médias d'information, les médias d'information qui tous les jours nous balancent des données. Vous êtes tous inondés, je suis comme vous, inondés d'informations, que ce soit les médias divers et variés, que ce soit dans le milieu de l'entreprise, puisque moi je parle de management d'entreprise, on nous gave de données, et on a besoin pour certains de se rassurer avec beaucoup de données. Mais plus on en a, et moins on y comprend quelque chose. Alors, qu'est-ce qui est Nat nous dit, selon ChatGPT, je ne sais rien de personnel sur toi. Je n'ai pas de mémoire sur les utilisateurs, etc. Oui, alors là, que nenni, hein, que nenni. Je vous invite quand même à aller lui poser, ça dépend comment vous lui posez la question. Vous allez voir qu'elle sait quand même beaucoup de choses. Et maintenant, ils mettent des verrous pour nous rassurer. Les biais cognitifs, quand notre cerveau veut décider vite alors qu'il devrait ralentir. Et oui, parce qu'il y a aussi les biais cognitifs. Notre cerveau se laisse embarquer dans le monde dans lequel on vit. On va de plus en plus vite. On a l'impression que le temps s'accélère. Hein. Je ne sais pas si vous avez cette impression-là, mais tout le monde a cette impression d'accélération du temps. Et donc, notre cerveau veut décider rapidement. Et pourtant, je l'ai lu tout à l'heure dans le chat, il faut savoir prendre le temps pour la décision. Peut-être pas tout seul, peut-être laisser un peu mûrir les choses. Et parfois, c'est difficile. Donc, effectivement, tout est plus flou. Les signaux sont contradictoires, les données sont incomplètes, les émotions sont amplifiées, le temps est compressé. Alors, vous allez me dire, mon brave monsieur, mais enfin, vous êtes sympa, mais on fait comment? Décider aujourd'hui, c'est faire un pas sans carte complète, c'est accepter l'incertitude sans se paralyser.
hein, je ne sais plus qui le disait tout à l'heure dans le chat, c'est accepter l'incertitude sans se paralyser. En gros, il faut accepter qu'on est sur des sables mouvants. Il faut l'accepter. Alors, il y a des gens qui sont prêts à ça. Il y a des gens qui sont des bons surfeurs, très à l'aise dans le surf, etc. Et d'autres pas du tout, qui se figent à au moindre mouvement, à la moindre difficulté, au moindre grain de sable qui vient dans l'organisation. Alors, c'est souvent l'apanage des précrastinateurs. Les précrastinateurs, c'est l'opposé de procrastination. Peut-être que vous connaissez la procrastination, chers amis. Vous avez toujours le droit de réagir et d'interagir entre vous, avec moi, etc. Précrastination et procrastination. On ne demande pas à ChatGPT cette fois-ci qu'est-ce que c'est que ces mots-là. La procrastination en général, vous connaissez, c'est le fait de remettre à demain ce que l'on pourrait faire maintenant. On va faire simple. Et bien la précrastination, c'est l'exact inverse, c'est de faire tout de suite, c'est moi ça, aidez-moi SVP. Et oui, ce sont des gens qui organisent, qui structurent, qui préparent, qui anticipent beaucoup, beaucoup. Et parfois trop. Et si vous avez une tendance à la précrastination, eh ben, l'incertitude, c'est votre ennemi, en fait, hein, c'est votre difficulté. Hein, et ça vous fige parce qu'en fait, vous avez cru tout à l'heure, il y a quelqu'un qui me mettait être certain et tout. Les précrastinateurs ont tendance à vouloir être certains que l'organisation qu'ils ont choisie, comme ils ont tout préparé à l'avance, tout mis en place, etc., ça doit fonctionner. Et donc, il n'y a plus la place aux aléas. Hein, il n'y a plus la place aux aléas. Et là, le flou, c'est une catastrophe. Hein, c'est une catastrophe. Si vous êtes là-dedans, il faut vraiment travailler sur vous. Mathieu, salut Mathieu. Confinement nous a aidé à fonctionner comme cela. Nous devons réutiliser les réflexes créés à l'époque pour devenir une façon de faire au quotidien. Oui, bien sûr, bien sûr. Il faut apprendre à regérer le quotidien, le jour, mais cher Mathieu, on n'est pas tous égaux face à ça. Il y a des gens qui sont plus à l'aise dans l'incertitude, dans le flou que d'autres. Il y a des gens qui sont à l'aise sur quelque chose qui glisse, sur des sables mouvants, sur accepter, comprendre qu'il va y avoir des inputs qu'on ne va pas maîtriser et qu'on a beau vouloir faire toutes les réunions de la Terre, avoir toutes les données de la Terre, anticiper largement à l'avance, travailler, il faut laisser de la place à l'AIA. Un des moyens de le mesurer, c'est de regarder votre agenda. Hein, vous avez tous un agenda électronique en général maintenant, soit sur Google, soit sur Outlook, etc. Et ben, vous regardez votre agenda. Est-ce qu'il y a des trous dans votre agenda? Et je vous invite à avoir des trous dans votre agenda, dans vos semaines ou dans vos journées, d'avoir des trous, des vrais trous, pour pouvoir gérer les aléas, parce qu'il y en aura forcément. Hein, il y a la fameuse loi de l'emmerdement maximum, hein, la LEM, la loi de l'emmerdement maximum, qui veut que la tartine tombera toujours du côté beurré. Ça, c'est clair. Donc, il faut l'accepter. Même si vous pensez que vous l'avez mis sur un plateau, sur un machin, que vous avez fait ceci, il y aura forcément quelque chose qui va se passer. Ça va forcément pas se dérouler exactement comme vous voulez. Et c'est là où l'être humain que vous êtes, que nous sommes, a toute sa place. Parce que l'IA, l'anticipation, la précrastination, elle le fera mieux que vous. Elle le fera mieux que vous, et bien sûr. Elle a toutes les données, elle ira plus vite, mieux, etc. Ça, elle va être très forte. Par contre, gérer l'aléa, gérer la loi de l'emmerdement maximum, la LEM, etc., l'IA n'est pas très, très bonne là-dessus. Nous, on est vachement bon parce qu'elle va tout imaginer, toutes les possibilités, anticiper tout ce qu'elle peut. Tout. Mais il y a toujours le petit grain de sable, la petite chose qui va faire, le colibri qui va arriver, l'effet papillon, tout ce que vous voulez, qui va faire. Et bien, c'est là le travail de l'être humain que nous sommes. Si vous êtes commercial ou si vous êtes manager, si vous êtes commercial, vous êtes là pour gérer les problèmes de vos clients. Quand vous êtes manager, vous êtes là pour gérer les problèmes de vos collaborateurs et vous êtes là pour les aider à résoudre ces problématiques-là. Hein, c'est ça notre métier. Hein. Faire un pas de côté pour trouver un autre point de vue, bien sûr, hein, se mettre à la place de l'autre, par exemple. Hein. Dans mon métier, on se prépare au maximum pour mieux gérer les imprévus dans l'aéronautique. Ben oui, mais il y a toujours le facteur humain, Dominique. Hein, on a tous vu ce fameux film avec Tom Hanks de l'avion qui atterrit sur l'Hudson où lui il dit mais non mais attendez, vous êtes sympa, vous avez fait des tas de simulations, mais ça marche pas ce que vous racontez parce que vous êtes prêts. Vous êtes prêts, vous avez anticipé, même si vous arrivez, vous démarrez sans avoir, mais vous savez ce qui va vous arriver. Moi, quand je suis dans l'avion et que je me prends une volée d'oiseaux dans mes réacteurs, j'ai pas prévu que ça allait arriver. J'ai été préparé à ça.
mais j'ai pas prévu qu'à cet instant. Alors que les simulations, a priori, l'histoire, c'est comme ça. Hein, j'étais pas dans le secret des dieux, Dominique, mais l'histoire, c'est exactement ça. C'est les gens qui faisaient les simulations savaient qu'à un moment donné, l'avion allait avoir des oiseaux et donc il allait perdre ses deux moteurs. Donc eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils tournaient tout de suite. Alors que lui dit, attendez, un être humain normal, il ne peut pas tourner tout de suite. Il faut qu'il ait un temps de compréhension de qu'est-ce qui vient de se passer. OK, les moteurs ont explosé. Quelle est la checklist? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois le faire? Et le temps qu'il fasse ça, ben, il ne pouvait plus aller atterrir. Voilà. Et donc ça, c'est le fameux facteur humain. Et je pense que c'est notre grande force, en fait, parce qu'une IA peut-être aurait tourné immédiatement, et encore que, c'est même pas sûr, en fait. Hein. C'est même pas sûr. La preuve, c'est que à chaque fois qu'ils ont fait les simulations avec des gens qui savaient ce qui allait se passer, bah, l'avion, il se crachait, il n'arrivait pas à bord. Alors que lui, il a sauvé les gens. Donc, accepter l'incertitude sans se paralyser, les enfants. Et ça, les enfants, les amis, pardon. Et ça, c'est hyper important. Se connaître pour mieux décider. On n'en a pas parlé, je ne l'ai pas vu dans le chat depuis tout à l'heure. J'ai vu travailler avec les autres, collaborer ensemble, etc. Mais ça commence par soi-même. C'est ce que je vous dis avec la précrastination ou la procrastination. Hein, ni l'un ni l'autre dans l'excès. C'est comme tout, tous les excès sont jamais bons. Parce que chaque décideur a sa propre signature décisionnelle. Ça veut dire quoi? Qu'on n'est pas tous égaux dans la prise de décision. Hein, il y a des rationnels, il y a des intuitifs, il y a des politiques au sens groupe, il y a des affectifs, émotionnels, etc. etc. Comment vous êtes-vous? Est-ce que vous savez quel type de décisionnel vous êtes? Moi, je suis entre le rationnel et l'intuitif. Ah oui, on n'est pas une seule personne, hein, on n'est pas une seule tendance en général. Mais je dois avouer que j'aime bien les données, j'aime bien avoir pas mal de données, mais à un moment donné, je fie à mon intuition parce que j'estime que j'ai suffisamment d'informations pour me connecter, pour prendre ma décision, ce genre de choses. D'autres ont besoin, je l'ai vu beaucoup dans le chat tout à l'heure, ont besoin du politique, d'être avec les autres, en fait, de discuter, d'échanger, etc. D'autres, c'est l'émotionnel, c'est l'émotion, alors ça peut être dans l'instant ou pas, mais c'est selon leur affect, leur état émotionnel qu'ils vont réagir, ce genre de choses. Comment vous êtes, vous? Non, ça, ils sont sages, ils n'osent plus. Je pense être intuitive et rationnelle. Ah, on partage, Nat. Affectif, rationnel. Et vous avez vu qu'il y a du etc. Peut-être que vous pouvez me sortir d'autres traits. Hein. Je suis preneur. Hein. Je suis preneur. Avant d'agir, il faut réfléchir, à moins que tout soit déjà prémâché. Les procédures, dit. Oui, mais est-ce qu'il faut vraiment toujours réfléchir avant d'agir? Ça dépend. Ça dépend. Dans un cas d'action, il faut peut-être aller vite, rationnel, intuitif. Ah, participatif, effectivement. Dans un disque rouge et bleu, remettez pour tout le monde, Dominique, rouge et bleu, c'est quoi? Parce que tout le monde ne connaît pas le disque, donc tout le monde n'a pas la lecture, rationnel, intuitif. Allez, je vous laisse continuer. Hein. Donc, l'important du moment antérieur avant la décision, les peurs, l'ego, le besoin de contrôle, sachez qui vous êtes et comment vous fonctionnez dans les prises de décision. Et dans les prises de décision, il y a plusieurs types de prises de décision. Il y a les prises de décision où j'ai le temps, et puis il y a les prises de décision à l'instant, hein, correctif ou préventif, diraient les gens dans la maintenance. Est-ce que je dois réagir? Est-ce que c'est immédiat, urgent, important? Ou est-ce que j'ai le temps de prendre ma décision, d'échanger avec d'autres, de prendre plus d'informations, etc., etc. Allez, un petit exercice. Comment décidez-vous sous pression? Donc, ce n'est pas à faire maintenant, encore que vous pouvez réagir. Ou quel type de décisionnaire êtes-vous? Voilà, c'est les deux questions qu'il faut se poser. Comment vous décidez sous pression? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question-là? Est-ce que vous avez pris le temps de vous analyser, de vous auto-analyser, de vous dire, tiens, sur cette décision-là, j'ai été bon, j'ai été pas très bon, j'aurais pu faire comme ceci ou comme cela pour essayer de me corriger. L'auto-analyse est extrêmement importante. Évidemment, la collaboration, le coaching, l'accompagnement, la formation est indispensable, mais déjà, bien se connaître sur sa façon de décider, c'est extrêmement important. Je prends un temps pour m'isoler. Ouais, ça peut être ça aussi, mais encore une fois, Marc, ça va dépendre du type de décision à prendre. Hein. Je m'entoure aussi, je respire un bon coup d'abord. Voilà, je vais prendre l'air, j'ouvre la fenêtre.
Moi, j'ai pas de bonne, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'idée, c'est d'identifier son propre mode décisionnel et ses angles morts. Où est-ce qu'on n'est pas très très bon, hein, tiens, là, ouf, je maîtrise pas bien le sujet, hein, les fameux angles morts, quoi. Et ça, c'est un vrai travail à faire au quotidien. De manière générale, je trouve que les managers ont pas le temps ou ne prennent pas le temps plutôt. Le monde va vite et donc il faut vite réagir, hein, etc., interagir. Et donc, oui, bien sûr. Alors, décisionnaire intuitif, collaboratif avec un besoin de clarté, d'après ChatGPT. Tiens, bizarrement, c'est ChatGPT vraiment, Florence, qui vous a dit ça. C'est bien possible, hein, c'est bien possible. Tiens, d'ailleurs, allez, petite question. Sur une échelle de 1 à 5, accepter le flou, à quel niveau le flou vous met-il mal à l'aise? De 1 à 5, vous allez où? 1 étant pas du tout et 5 est extrêmement. Hein. Donc, pas du tout mal à l'aise. 1, 2, 3, ça dépend. 4, ouais, j'ai un peu de tout. Hein. J'ai un peu de tout, les amis. Hein. Pas mal de 3, modérément. J'aurais dû l'enlever le 3, j'aurais dû faire 1, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4 pour ne pas avoir de médian. Ça dépend. Ouais, j'ai du 1, du 2 quand même. Hein. J'ai du 1, du 2. Alors après, la question, c'est est-ce que c'est la période qui veut ça? Est-ce que c'est votre état personnel qui veut ça? Est-ce que c'est votre activité professionnelle qui veut ça? Parce qu'en fonction de là où on se situe, dans quel univers, au moment où on en est, bon, est-ce que ça donne? Certains flous sont plus déstabilisants que d'autres. Et oui, effectivement. Je suis complètement d'accord, Nathalie. Allez, acceptez le flou. Le monde n'est pas plus compliqué, il est plus complexe. Il est plus complexe, notre monde, effectivement. Ça s'est complexifié. Et ça, il faut bien comprendre. Et tout à l'heure, au tout début, il y a quelqu'un qui me disait j'essaye de tout comprendre. Bah non, en fait, l'enjeu, c'est pas tout comprendre. En fait, c'est de sentir juste. Alors, sentir juste, c'est laisser une part d'intuition et de se dire que c'est la bonne décision, c'est le bon sens. Donc, prendre un petit peu le pouls des choses, mesurer aussi dans l'environnement dans lequel on est, prendre une décision juste dans l'instant, dans l'environnement dans lequel on vit, c'est extrêmement important. Accepter l'incertitude, c'est libérer l'action aussi. Hein. Tout à l'heure, il y a Guy, je crois, qui disait qu'il faut décider, c'est aller vers l'action. Et oui, accepter l'incertitude, bah, c'est aussi aller vers l'action. Hein. Donc, c'est tout comprendre. L'intuition est basée sur la préconnaissance, bien sûr. Exactement. Celui qui attend la certitude agit toujours trop tard. Évidemment. On ne peut pas être certain. Donc, on ne sera jamais certain. Il y a aucune décision qui est certaine. Certains vous diront que même les mathématiques, le 0 ou le 1, c'est pas certain, en fait. Hein, c'est pas certain. Il y a toujours une part d'incertitude. Donc, si on attend d'être certain, on risque de ne pas agir ou d'agir trop tard. L'intelligence décisionnelle en action, bah, c'est quoi? C'est effectivement un peu tout ce que vous avez dit. Cette slide-là, elle n'est pas de moi, mais elle est synthétique, je trouve. La décision, c'est le petit bonhomme, là, le cerveau avec l'ampoule. Il faut raisonner, il faut utiliser l'intuition. Il faut vraiment les deux. Alors, certains vous diraient cerveau gauche, cerveau droit, etc. Mais il faut vraiment les deux. Et puis, il faut de la coopération. Effectivement, souvent, les meilleures décisions se prennent à plusieurs, en fait. Hein. Donc, il y a de la coopération. Donc, raison, données, informations, etc. Intuition, veille active, développer ses propres émotions, se connaître, se comprendre, s'auto-analyser, etc. Et puis, prendre les avis d'autres personnes, coopérer, ce genre de choses. Humilité et communication, bien sûr, Marc, exactement. Quand tout est certain, il n'y a plus de décision à prendre, Jean-Yves. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas mal. Certains domaines permettent de se tester, de se former par nature, comme l'événementiel et la restauration. Ah, tiens, je crois que tu connais bien cet univers, Mathieu. Je crois que tu connais bien l'univers, effectivement. Mais tu sais, je te rassure, beaucoup d'univers, ce n'est pas tous les univers, hein, sont
permettre de se tester sur ces sujets-là. Allez, le dilemme du dirigeant, un petit exercice encore une fois pour vous. Vous êtes dirigeant d'une PME, un problème important et urgent arrive. Donc, vous êtes dirigeant d'une PME et un problème important et urgent arrive. Vous avez deux options, ça offre à vous. Deux, m'en inventez pas d'autres parce que depuis tout à l'heure dans le chat, même quand je demande des chiffres, vous me répondez un peu ce que vous avez envie. C'est super. Donc, option A, vous avez soit la possibilité de sécuriser, analyser et agir après réflexion. Option A. Ou option B, agir vite, quitte à ajuster ensuite. Allez, des A et des B, je veux voir. Qu'est-ce que j'ai? Du B, du B, du B. Oula, j'ai pas mal de B. Du A. Ouais, c'est partagé. J'aurais dû faire un sondage, en fait. Est-ce que je sais faire un sondage? Attendez, on va peut-être recommencer, les amis. Est-ce que je sais faire un sondage? Attendez, parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas fait ça. Démarrer un sondage. Allez. Dilemme. Je l'appelle dilemme. On va mettre A et on va mettre B. Allez, je vais vous refaire travailler. Comme ça, on aura vraiment des stats. OK, enregistré. Et est-ce que je peux lancer? Allez, ça y est, j'ai lancé le sondage, les amis. Ah, Cécile, elle me met 1. Ah, Cécile, vous êtes en retard. Donc, j'ai lancé le sondage. Normalement, vous avez le sondage qui a dû apparaître. Est-ce que vous voyez le sondage quelque part? Je ne vois pas le sondage. Je ne sais pas comment on fait. Tout dépend. Alors, attendez, parce que le sondage… C'est bon, vous avez le sondage. Ah oui, ça y est, 15 votes. Ça y est, ça part, ça part. 23 votes. Il apparaît automatiquement. Merveilleux. Alors, allez les amis. En bas à droite, outils de réunion. Merci. Allez, j'ai 23 votes seulement. Vous êtes près d'une 70. Il me manque du monde là dans les votes. Il me manque du monde dans les votes. Allez, est-ce que tout le monde trouve? Hop. Bon, alors, le A gagne, pas de loin, 18 pour l'instant sur 20, sur 30 votes, allez, 2 tiers de A, 1 tiers de B. Donc, sécuriser, analyser, agir après réflexion, c'est vrai qu'on nous a habitués à ça. Et pourtant, agir vite, quitte à ajuster ensuite, c'est utile aussi. Dans certains cas, paf, on a besoin d'aller très, très vite. On a besoin d'aller très, très vite, d'agir et puis ensuite de faire des ajustements. Je vais prendre un exemple. Les meilleurs là-dessus sont nos amis éditeurs de logiciels. Aujourd'hui, les logiciels, vous voyez, ils nous font des mises à jour toutes les 5 minutes. Ben, pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont globalement fait le truc, ils ont agi, et puis ensuite, ils réajustent en fonction des retours des clients, des utilisateurs, parce qu'ils estiment qu'à un moment donné, le temps, ça leur prendrait trop de temps, et donc trop d'argent que de faire la solution la plus réfléchie, la plus intéressante, la plus pertinente pour tous. Donc voilà. Ops, alors on me parle d'une thèse sur Cogito de Michel Mathieu. Je ne connais pas cette thèse, mais si vous avez le lien, n'hésitez pas à le mettre, Marc. Si on fait B, ne faut-il pas communiquer préalablement à ses collaborateurs, clients, pour qu'ils comprennent, adhèrent à cette approche? Oui, mais c'est un peu la notion de Philippe, c'est la méthode agile. La méthode agile, c'est exactement ça. Dans le milieu informatique, on fait des runs. Donc, on fait très, très vite quelque chose et quitte à le corriger au fur et à mesure ou le corriger un peu après. Et c'est très, très bien vécu par tous parce que ça permet de collaborer. Donc, vous voyez, moi, je n'ai pas de réponse absolue. En fait, ça va dépendre du moment, ça va dépendre de la prise de décision. Avoir plusieurs outils dans son sac à dos, c'est extrêmement, extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant. Merci pour toutes vos réponses. Hop, feriez-vous, on l'a dit. L'intelligence décisionnelle en action, effectivement, 4 piliers. Je vous propose 4 piliers. La clarté, poser le problème avant d'y répondre ou de chercher la bonne solution. C'est simple et évident. On peut faire A ou en fonction du sujet, évidemment, Jean-Yves. Le tempo, choisir le bon moment pour décider, ni trop tôt, ni trop tard.
Donc, pas décider tout de suite, des fois pas décider sur le siège, comme disent les juges, mais pas non plus décider une fois que tout s'est joué, que les concurrents ont fait ce qu'ils avaient à faire, que les collaborateurs ont trouvé la solution par eux-mêmes et dire « Ah, j'ai une bonne idée ». C'est pas très… Vous allez voir qu'en tant que manager, quand ça vous arrive, c'est compliqué. Être cohérent, aligner la décision sur le sens, sur les visions, sur la vision, sur les valeurs. Et oui, la cohérence, c'est vis-à-vis des collaborateurs, c'est extrêmement important. Il y a beaucoup de managers qui ont du mal à garder leur cohérence. Merci Marc, pour ceux que ça intéresse. Et enfin, le courage, parce qu'effectivement, assumer la décision et la rendre vivante, trancher, même son consensus, à un moment donné, prendre la décision, c'est trancher, c'est choisir. Et donc, il faut être courageux pour choisir. Il faut être courageux, il faut assumer, tout en étant clair, en étant dans le bon tempo et en étant cohérent. Rien de pire que de prendre des décisions, certes courageuses, mais qui vont à l'encontre des valeurs de son entreprise, de la visio, mais des siennes et de son équipe. Décider, c'est avant tout créer du mouvement. Décider, ce n'est pas être sûr, c'est être aligné. Voilà, la troisième clé. Il y en a 4. Il est 13h47. Je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Créer les conditions d'une bonne décision collective, c'est co-construire sans diluer. Effectivement, la difficulté de co-construire, de collaborer, c'est qu'à un moment donné, on va être dans une espèce de consensus mou. Et ça, c'est délétère. C'est très, très délétère. Mais d'un autre côté, il faut faciliter sans imposer. Et ça, c'est aussi une vraie difficulté. À la troisième clé, alors hop, c'était juste au-dessus. Voilà, hop, je la remets, Nicolas, si vous voulez la prendre. Décider, c'est avant tout créer du mouvement. C'est décider, ce n'est pas être sûr, c'est d'être aligné. De toute façon, vous aurez le PowerPoint, Nicolas, à l'issue, donc ne vous inquiétez pas. Co-construire sans diluer, faciliter, pas imposer. La décision partagée ne doit pas devenir une décision molle, ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, le consensus mou, en matière de décision, c'est pas très très bon. On l'a vu sur le budget de l'État. C'est compliqué. Après, il faut décider. Le rôle du décideur, c'est écouter sans renoncer à trancher. Et oui, on se rejoint, Marc. On se rejoint des espèces de consensus mou où au final, on n'arrive à aucune décision. On n'arrive à aucune décision et c'est catastrophique. Au final, il n'y a personne qui est content, on n'avance pas, genre de choses. Donc, le rôle de décideur, c'est vraiment écouter, oui, collaborer, oui, mais il ne faut pas renoncer, il va falloir quand même trancher. Quoi qu'il arrive, il va falloir trancher, il va falloir prendre la décision. Et ça, c'est le rôle du manager, c'est le rôle du dirigeant de prendre cette décision. Créer les bonnes conditions d'une décision collective, il y a des outils, les réunions de discernement, prendre le temps de discerner le bon grain de livret, faire des matrices de clarté, d'engagement. Alors, vous chercherez tout ça sur Internet, je ne vais pas rentrer dans le détail. Tour de table du doute, ça existe aussi. Et ensuite, la posture du décideur humble, celui qui ne sait pas. Et c'est toujours intéressant de se poser la question. Et voici la quatrième clé, faire émerger le meilleur discernement collectif. Faire émerger le meilleur discernement collectif. Donc ça, c'est pas simple, parce qu'il faut avoir du discernement, mais tous ensemble. Et ça, c'est le rôle du décideur qui, à un moment donné, va quand même prendre la décision. J'essaye d'aller vite parce qu'il est quand même tard pour synthétiser, résumer ce qu'on s'est dit là. Vous avez un petit tableau que je vous ai fait. Les piliers, accepter le flou, se connaître, oser l'alignement et la décision collective. Les questions clés, qu'est-ce que je ne sais pas encore? Je sais que je ne sais pas tout. Je sais que je ne sais pas tout. Et ça, c'est extrêmement important. C'est la fameuse posture de l'humilité. Et donc, en tant que manager et en tant que dirigeant, je dois tout le temps me remettre en cause sur ma propre humilité, me dire oui, je ne sais pas tout, même dans un univers que je maîtrise où on me prétend expert. On me prétend expert en RH, en recrutement, ce genre de choses, mais je sais que je ne sais pas tout et j'apprends encore tous les jours. Je suis dans des groupes de veille active avec des jeunes notamment qui vous remettre en cause. Moi, je donne des cours pour en permanence apprendre, continuer à apprendre en fait en étant formateur, en étant enseignant, en donnant des cours. On s'aperçoit qu'on apprend. On apprend beaucoup, on continue d'apprendre pour donner des cours. Donc, je vous invite et ça met une posture d'humilité importante. Le deuxième, c'est se connaître. On en a parlé tout à l'heure.
Ça, nous, on le dit dans toutes nos formations, que ce soit dans les formations en RH, en recrutement, en technique de vente, en management, se connaître, se connaître, se connaître. Qu'est-ce qui me fait peur? Il faut que je sois lucide, en fait, sur qui je suis. Où est-ce que je suis à l'aise? Où est-ce que je ne suis pas à l'aise? Comment je fonctionne, en fait? Comment je fonctionne? Et on n'est pas tous égaux parce qu'on a une histoire, parce qu'on a une culture, parce qu'on a une éducation, parce qu'on a un environnement, parce qu'on a une expérience. On n'est pas tous égaux. Donc, il faut accepter qu'on soit tous très, très différents en mode de fonctionnement. Bon, bah, apprenez à vous connaître, en fait. Apprenez à vous connaître. Ensuite, oser l'alignement. Est-ce cohérent avec ma vision? Est-ce cohérent avec ma vision? Là, c'est le courage en termes de posture. Et enfin, la décision collective, qui doit être associée? Qui je vais mettre dans la décision? La clarté partagée. Est-ce que j'ai besoin de plein de monde ou un petit peu, un groupe aléatoire, pas aléatoire, sélectionné, etc. Hier, j'étais à l'Assemblée générale des CPR de l'APEC, parce que je suis membre du comité paritaire régional de l'APEC Occitanie, et il y avait au niveau national une grande réunion. Et ils ont un renouvellement d'un accord national sur lequel c'est leur feuille de route 2027-2031 que l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, est en train de réécrire. Et le directeur général disait qu'ils avaient pris sur 1300 collaborateurs, aléatoirement 30 collaborateurs, de manière totalement aléatoire, 30 collaborateurs pour les aider à réécrire ce projet-là, en tout cas une partie. Et les questionner. Et c'est des nouvelles façons de fonctionner. Ça a été aussi c'est issu de la fameuse demande citoyenne, l'enquête citoyenne qui avait été faite il y a quelques années, où ça avait été fait de manière aléatoire. Ça se développe de plus en plus. Et c'est un moyen d'associer des personnes auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Mais en tout cas, il faut se poser la question dans la décision collective, qui est-ce qu'on associe? Est-ce qu'il faut associer tout le monde ou pas? Est-ce que ça risque d'être la cacophonie? Est-ce qu'on va maîtriser les personnes? Est-ce qu'on va réussir à avancer tous ensemble ou pas? Ce genre de choses. Je vois un merci. J'arrive à la fin. Prime. Conclusion, décider, c'est un art vivant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va relier l'humain et le sens dans la décision. Et oui, il faut donner du sens à la décision. Il faut que ça vienne de l'humain. C'est accepter que le flou comme un terrain d'intelligence. Oui, le flou va permettre de faire évoluer de manière intelligente les choses. On n'est pas figé, en fait. C'est vraiment un mouvement. C'est vraiment un mouvement. Donc, la décision dans le flou, c'est pas grave, c'est un mouvement. Et il faut l'accepter, la décision. Elle n'est pas figée, elle n'est pas absolue. Et ça, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de managers qui ont tendance à dire, on a pris une décision, on s'y tient. Et oui, mais l'environnement, il évolue, les équipes évoluent, les personnes, le contexte, etc. Tout ça évolue. Les procédures, la preuve en est, c'est que l'ISO 9001 aujourd'hui est un peu remise en cause parce que les process, c'est bien, mais ça ne permet pas de libérer l'action, ça ne permet pas de libérer la réflexion et donc le fameux terrain d'intelligence, en fait. L'ISO 9001, c'est bien pour l'IA. Pour les êtres humains que nous sommes, on sait que c'est pas si simple en fait, et que des grains de sable, il en existera. Allez, je termine rapidement pour vous laisser quelques minutes de questions pour ceux qui le veulent. Conclusion, décider, c'est un art vivant. Nous, dans le recrutement de cadres et de dirigeants, c'est lire les indices au-delà du CV dans notre activité de recruteur. On fait du recrutement de cadres et de dirigeants, faut être capable de lire les indices et pas juste se contenter de lire un CV. Quand j'ai des clients qui me demandent de lire des CV, nous, on leur dit non, ça sert à rien parce que c'est des dossiers, c'est des papiers et c'est pas du tout représentatif de l'être humain qui est derrière ça. Donc, il faut être capable de lire entre les lignes, de connaître les indices, c'est un vrai métier. Ensuite, on fait de l'outplacement et des bilans de compétences. L'outplacement et les bilans de compétences, c'est transformer le flou en opportunité. On a quelqu'un qui vient d'être licencié ou quelqu'un qui se pose des questions. Notre métier, c'est d'accompagner justement cette période de transition, de changement, qui est une période de flou, qui peut être angoissante, stressante pour certains, en opportunité. Comment on va transformer ça en opportunité? Vous entendez quoi, par exemple? Dans les indices sur un CV. En fait, c'est un peu comme une analyse, Alexandre, médicale. En fait, un médecin, quand il prend votre bilan de santé, il ne se pose pas la question s'il doit faire une analyse de sang et quels sont tous les facteurs. Il va tout faire, puis après, il va lire tous ces indices et il ne va pas s'arrêter sur un seul indice. En fait, la stratégie, ce n'est pas dire quel indice
en tant que tel, c'est ne pas s'arrêter sur un indice. Souvent, les managers, en matière de lecture de CV, les managers, les recruteurs en général, ont une fâcheuse tendance à dire « Ah tiens, celui-là, oh là là, il a fait trop de fautes d'orthographe. Celui-là, il n'a pas tel type d'expérience. Celui-là, il a beaucoup bougé. Celui-là, il a un trou. Celle-là, elle a fait ceci. Celui-là, il n'a pas cela, etc. etc. » Il n'y a pas marqué sur le CV qu'il parle anglais. Est-ce que je peux déduire qu'il ne parle pourtant pas anglais parce qu'il n'a pas marqué sur le CV? A priori, j'en sais rien. C'est un indice. Je ne peux rien déduire de ça. Je prends un fait et je le prends pour ce qu'il est. Souvent, le problème, c'est qu'on fait du donc avec l'indice. On part d'un fait et on en déduit le reste. On fait des inférences. Et ça, c'est une catastrophe sur les CV, parce que le CV, ce n'est pas ça qui vous représente, ni vous, ni moi, ni personne. Il n'est pas entier. Parce que le candidat, il a marqué ce qu'il a voulu, consciemment ou inconsciemment. Il a influencé, il a impacté, il a fait du déclaratif. Et donc, ce truc-là, et puis on est pour certains très à l'aise à fabriquer des CV super marketés, etc. Et d'autres pas du tout à l'aise. Et pourtant, c'est pas pourtant que ceux-là sont pas bons pour faire leur boulot, que ce sont pas des bons professionnels, parce que personne ne veut être candidat. On cherche pas, on recrute pas des candidats, on recrute des professionnels d'un métier, on recrute des comptables, des directeurs sociaux, des responsables de cela, des managers de, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est complexe. Mais on pourra faire un webinaire. On nous l'a demandé, d'ailleurs, un webinaire sur le recrutement par indice pour qu'on vous explique notre philosophie. Et d'ailleurs, vous avez les livres pour ça sur notre site internet. Je vais vous mettre un lien dans quelques minutes. Guy, merci beaucoup pour ta présence. Donc, l'outplacement et les millions de compétences. Dans la formation et le coaching, notre accompagnement, c'est faire grandir le discernement. On parle d'esprit critique en ce moment. Voilà, quand on fait de la formation et quand on fait du coaching chez nous, notre philosophie, c'est de faire grandir le discernement, faire grandir les gens. Et enfin, alors c'est pas exhaustif, mais enfin, les audits RH et les conférences, c'est éclairer les décisions collectives. On est vraiment dans l'éclairage, on est là pour apporter. Le webinar, par exemple, est un des éclairages que l'on peut apporter. Un autre des éclairages, c'est effectivement les livres. On a écrit 35 livres, dont 2 qui sont un peu nos concepts importants, que sont le management et puis fit, ou comment faire grandir ses collaborateurs, et le recrutement par indice. Merci François, c'est très, 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 très gentil votre remarque. Pour poursuivre, vous pouvez aller télécharger gratuitement le livre L'intelligence décisionnelle, l'art subtil de choisir, qui est le livre qui a servi de support à cette conférence. Donc, c'est complètement offert. Il suffit juste de vous inscrire sur le site internet et de le télécharger. Donc, vous remettra le lien dans le mail de confirmation, mais vous aurez le PowerPoint. Donc là, et vous avez tous les autres livres à votre disposition sur notre site internet. Donc, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Là, celui-ci, il est gratuit. Donc, ça va plus loin encore que ce qu'on a pu se dire. La prochaine fois, c'est le 11 décembre. Ça sera sur l'humour, la soft skill qui fait la différence. Voilà. Et oui, est-ce que l'humour fait la différence? Est-ce que c'est une soft skill? Comment on en parle, etc. Je ne sais pas encore. Je pense que ça sera mon associé, mais peut-être que je serai là également. On va voir. Si vous voulez poursuivre les échanges, LinkedIn est à votre disposition. On est présent, notre site internet. Et puis, vous avez toutes mes informations. Est-ce que certains ont des questions? Des réflexions, n'hésitez pas. Merci beaucoup à tous et à toutes pour votre disponibilité. Je reste encore quelques instants s'il y en a qui ont des questions. Merci Michael. Merci Sylvain, merci à toutes et à tous. Bon après-midi, effectivement. J'aime bien les petits trucs. Un grand merci. J'ai un recrutement important réalisé de très court terme. Vos webinars sont passionnants et inspirants, tellement précieux pour une PME. Avec grand plaisir. Si vous voulez poursuivre les échanges, merci Marc. Cécile, si vous voulez poursuivre les échanges et vous avez besoin d'informations sur le recrutement notamment, vous n'hésitez pas. Si vous n'avez pas encore le livre Le recrutement par indice, je vous invite à vous le procurer rapidement et avec grand plaisir pour échanger. C'est de la part de François de la RDC. Merci. Merci d'un. Un bon bol d'air frais à chaque fois. Merci Dominique, c'est gentil. Est-ce que l'humour aide à décider dans le flou? Je ne sais pas. Réponse le 11 décembre, Mathieu, tu poseras la question. Si on est là le 11 décembre, j'essaierai d'avoir une réponse amusante.
Je n'ai pas pu suivre tout le webinaire. Est-il possible de le revoir? Oui, vous avez les replays de tous nos webinaires sur notre chaîne YouTube directement. Celui-ci sera dans la journée ou demain directement accessible sur notre chaîne YouTube, Florent mentionne. Vous avez tous les replays de nos webinaires et vous recevrez le lien normalement, pareil, par mail et avec le support. Voilà, bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. Je vais stopper le webinaire et bah, amusez-vous bien, profitez, décidez, même dans le flou, acceptez le flou. À très bientôt. Merci, au revoir.